cet après-midi, de cet après-midi. Je vous demanderai juste, dans le cadre de la présentation, d'assurer que vos micros sont fermés. Nous, nous prendrons les questions via la boîte de chat qui est juste en bas à droite de votre écran. Et une fois la présentation d'Antoine, nous pourrons répondre à vos différentes questions. Donc, le webinaire est prévu de midi à 13 heures. Il est enregistré, donc par la suite, vous aurez accès à la présentation et aux discussions qui vont suivre via le site, entre autres, du Conseil régional de l'environnement de Montréal et de la campagne ILO. Donc, avant de passer la parole à Antoine, je vais simplement vous dire quelques mots sur le Conseil régional de l'environnement. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif qui a plus de 20 ans d'existence, reconnu comme instance régionale en environnement par le gouvernement du Québec, et nous jouons un rôle d'organisme de concertation à l'échelle de l'île, mais également plus largement à l'échelle de la CMM pour tous les enjeux qui touchent l'environnement, la promotion du développement durable. Donc une grande diversité de champs d'action qui va de la gestion de l'eau à la lutte aux îlots de chaleur en passant par la gestion des matières résiduelles. Nous sommes, en fait, le CRE Montréal fait partie du regroupement national des CRE. Plusieurs représentants des CRE sont d'ailleurs présents à ce webinaire ce midi. Donc nous agissons à la fois pour influencer les politiques publiques, mais également par le biais de campagnes, de projets qui nous permettent de faire avancer les dossiers, toujours dans une perspective d'amélioration de la qualité des milieux de vie pour l'ensemble de la population. Vous voyez en bas quelques logos qui représentent certaines de nos activités, donc autant des grandes alliances telles le mouvement Ceinture Verte ou l'Alliance Transit pour le financement du transport collectif, que des projets comme l'attestation stationnement éco-responsable, dont la thématique est pas mal en lien aussi avec le webinaire de ce midi. La campagne ILO, bien entendu, à l'intérieur de laquelle s'inscrit cette série de formations et de webinaires, et notre grand événement annuel qui est le gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Excusez-moi. Nous avons une infolettre bimensuelle aussi, donc qui vous permet de rester au courant des différents dossiers en jeu sur lesquels on se penche. Comme je vous le mentionnais, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre importante campagne ILO, campagne d'amélioration de la qualité des milieux de vie et de travail dans l'Est de Montréal qu'on a initié en 2015, qui repose sur un travail collectif d'une cinquantaine de partenaires locaux et régionaux qui se mobilisent en fait pour la création d'une grande trame verte et bleue active dans l'Est. Ce projet a grandi au fur et à mesure, au fil des années, pour en fait maintenant arriver à une multitude d'interventions sur le territoire qui touchent, comme vous le voyez sur la carte qui synthétise un peu le projet, la campagne, à la fois des actions très spécifiques et très locales au niveau de la lutte aux îlots de chaleur, donc des projets de verdissement, d'aménagement des milieux de vie, des milieux de travail, que ce soit par la plantation, par l'implantation de plantes grimpantes. La question, bien sûr, des toitures est au cœur aussi de la campagne, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Et d'actions à une échelle plus large de création de grands liens verts et actifs entre les espaces verts, les espaces bleus et les points d'intérêt sur le territoire. Donc ça, c'est une démarche qui s'inscrit dans le long terme, bien entendu, qui mobilise un grand nombre de partenaires, que ce soit les organisations de la société civile, mais également les grandes institutions, les grandes instances et les pouvoirs publics, donc les municipalités. Et notre rôle est vraiment de concerter l'ensemble de ces acteurs, pousser à l'adoption de nouvelles pratiques, d'amener à l'idéation aussi de nouvelles façons d'aménager nos villes, toujours dans ce souci d'une qualité de milieu de vie et dans la perspective, bien entendu, d'assurer la résilience de la ville. On a aussi beaucoup un volet d'innovation et d'influence des politiques publiques et des pratiques. Donc, justement, l'événement aujourd'hui, le webinaire, on est très heureux de pouvoir entendre Antoine qui va nous parler, entre autres, des
des incitatifs et des éléments mis en place par d'autres municipalités pour pousser l'adoption de toitures vertes. C'est des actions qu'on réalise, qu'on mène au Conseil régional de l'environnement à l'échelle de l'île, justement, essayer d'amener les réglementations à être les plus innovantes possibles en termes de résilience au changement climatique, d'adaptation et d'amélioration de la qualité des milieux de vie. Et bien sûr, on travaille aussi beaucoup à la mise en valeur de tout le patrimoine naturel présent sur dans l'est de Montréal, donc l'accès à la nature pour l'ensemble de la population, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Donc beaucoup d'actions dans le cadre de la campagne ILO. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à nous contacter ou à visiter aussi notre site internet qui présente de façon détaillée la multitude des actions et des interventions qu'on pose sur le territoire. Donc maintenant, on va passer au cœur de la présentation. Donc je vais passer la parole à Antoine Trottier, qui est président et cofondateur de la Ligne Verte et également membre du groupe de travail sur les toitures végétalisées. On est très heureux de cette première collaboration avec le groupe de travail sur les toitures végétalisées. L'idée étant en fait de partager l'expertise et toute la connaissance développée par ce groupe de travail, mais aussi l'expertise professionnelle d'Antoine dans le cadre de son emploi au sein de la Ligne Verte. Donc Antoine, je vais te passer la parole. Bonjour. J'ai ton écran. Est-ce que vous m'entendez? Ici, ça fonctionne. Moi, ça fonctionne de mon côté. Je t'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez de votre côté? En fait, tous les participants ont le micro coupé, donc, mais je pense que tout fonctionne. Ben, c'est peut-être toi qui vas me dire. Oui, parfait. Oui, parfait. Je vais partager ma webcam. Vous allez voir ma figure. Alors voilà. Donc, si tout est bon, je vais commencer d'emblée. Merci, Emmanuel, pour cette introduction. Si jamais, il pourrait y avoir des petits pépins pendant la présentation parce que je suis pas à Montréal. Je suis aux îles Canaries. Je suis en vacances, mais je prends quand même un petit moment pour vous parler de tout ça. Donc, si jamais il y avait quelque chose avec le son ou quoi que ce soit, vous me le direz, puis j'ajusterai en conséquence. La présentation, en fait, comme Emmanuel le disait, moi, je suis en fait président et cofondateur de la Ligne Verte Toit Vert, Toit Vert et Murs Verts et Agriculture urbaine. Mais en ce moment, j'ai le chapeau, en fait, du membre du groupe de travail sur les toitures végétalisées, le GTTV. Puis la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est celle qu'on a fait directement à la ville, devant les gens qui étaient associés au comité d'urbanisme puis de la construction de Montréal. Pourquoi? Ben, c'est que c'est un peu notre document un peu à jour, puis c'est ça, on voit en fait à travers toute cette présentation-là, qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres villes qu'à Montréal, où il y a beaucoup de toits verts, puis pourquoi on n'en a pas autant à Montréal, puis comment on voit ou comment on aimerait que ça change pour Montréal. On est bien content. Je pense que c'est le 8 novembre, on a eu justement que GTTV une sorte de lac à l'épaule où Emmanuel était présent. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'affinités, ou en tout cas beaucoup de partage potentiel d'activités avec le CRE Montréal parce que finalement, les objectifs sont assez liés. Donc, on est très content de pouvoir faire cette première présentation-là. Peut-être que ça va être la première d'une longue série, espérons-le. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le tout. Et voilà. Donc, le GTTV, en fait, le mandat qu'on s'est donné au GTTV, c'est d'assurer le développement du secteur de la végétalisation des toitures, trouver des solutions pour soutenir la croissance du marché, puis s'assurer la pleine collaboration de toutes les parties concernées. Donc, c'est le mandat un peu, dans le fond, le GTTV, il est comme une association entre professionnels des toits verts. Il y a évidemment les manufacturiers de produits, mais aussi des installateurs, un peu comme nous, puis aussi des architectes, des membres d'associations, puis des gens finalement qui ont des intérêts à ce que les toits verts soient plus présents sur l'île.
On va essayer probablement d'élargir le mandat au reste du Québec aussi, puis d'aller faire des associations un peu plus à l'extérieur de la ville, parce qu'on est un peu montréalo-centré. Mais bref, c'est un peu là où on en est. L'idée, en fait, c'est qu'on veut mettre sur les rails une politique propre à Montréal pour favoriser l'installation des toitures végétales. C'est un des buts. Puis aussi faciliter la réglementation sur les toitures végétales en les rendant plus claires, parce qu'en ce moment, c'est un peu un fouillis. Puis en les rendant plus faciles à appliquer, plus cohérents. Le but, en fait, du GTTV à la base, il s'est formé en 2015. C'est quand il y a eu la nouvelle réglementation de la Régie du bâtiment du Québec sur les toitures végétales. Donc, à partir de 2012, les toitures végétales ont été rendues illégales parce qu'ils ne se conformaient pas aux normes du bâtiment. Puis en fait, la RBQ, les trois enjeux, c'est surtout des enjeux de sécurité du bâtiment sur lesquels ils planchent. Puis dans le fond, c'était tous les enjeux reliés au feu, des enjeux structurels par rapport au toit vert, après ces enjeux de sécurité sur les accès, sur les toits sur lesquels ils se butaient. Donc en 2015, ils sont arrivés avec une réglementation qui était très costaude. Donc, pour le feu, on est allé chercher les réglementations les plus strictes. Oui, c'est vrai, il y avait aussi le soulèvement contre le vent. On est allé chercher les réglementations en Floride, dans les endroits où il y a beaucoup d'ouragans. Pour les règlements sur les forces sismiques, on est allé sur la côte ouest américaine, où encore là, on a énormément d'enjeux là-bas qu'on n'a pas nécessairement ici. Puis donc, on a fait les premières moutures de réglementation étaient très sévères. Donc, le GTTV s'est un peu formé pour avoir un dialogue avec la RBQ, finalement, pour voir où est-ce que ça pourrait être assoupli. Donc, en 2015, la RBQ a lancé sa réglementation. En fait, c'est des règlements techniques sur les toitures végétales. C'est un document qui est accessible sur leur site web. Qui est accessible aussi sur le site web du GTTV. Puis, il y a un des membres du GTTV, Owen Rose, qui est un architecte, qui a fait une grille un petit peu plus simple, en fait, pour voir sur quel élément, plus spécifiquement, ça allait affecter la construction d'un toit vert sur un bâtiment. Bref, c'est l'histoire du GTTV. En ce moment, on regarde, comme je disais, pour mettre de plus d'efforts sur aider la ville à mettre une politique en place, puis sur assouplir les réglementations, les rendre un petit peu plus faciles à comprendre. Je vais passer quand même rapidement, mais c'est un peu un fait acquis qu'on pense que les gens comprennent c'est quoi les bénéfices associés à l'installation de toiture végétale. Je vais faire un bref résumé. Mais en fait, les toits verts ont été instaurés il y a de ça à peu près une trentaine d'années en Allemagne avec la montée du Parti vert. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Donc, depuis les années 70, en Allemagne, on a commencé à faire des réglementations municipales pour avoir plus de toits verts. Mais à la base, on s'était rendu compte que les toits verts, les toitures qui étaient même faites de manière spontanée, les toitures vertes spontanées sur les bâtiments industriels du début du siècle, on s'est rendu compte que l'étanchéité en dessous des toits durait beaucoup plus longtemps. Donc, les toits verts, on s'attend à ce qu'ils durent de 2 à 3 fois plus longtemps qu'un toit standard. En fait, je reviens un peu en arrière. On dit que l'étanchéité sous le toit vert va durer 2 à 3 fois plus longtemps quand elle est protégée par un toit vert. Deuxième avantage, on augmente l'efficacité énergétique d'un bâtiment. C'est surtout lié à la climatisation pendant l'été, mais il y a quand même des gains énergétiques d'isolation pendant l'hiver, notamment avec l'accumulation de neige, qui est un bon isolant. Puis aussi, comme je disais, pendant l'été, la couche de plantes va faire un bel ombrage, puis va finalement, dans les chiffres, ça dépend des études, mais ça va aller chercher de 90 à 95% de la chaleur qui rentrerait normalement dans un bâtiment va être coupée par la strate de végétation puis de terre. Troisième avantage économique des toits verts, c'est qu'on peut utiliser cette surface-là. Donc, ça devient une aire qui est utilisable, que ce soit pour faire des terrasses, plus d'ornemental, mais aussi on peut l'utiliser comme un substrat pour l'agriculture urbaine ou pour faire pousser des légumes de manière professionnelle.
aussi, on parle que ça insonorise et puis réduit les bruits, surtout dans les zones où il y a beaucoup de trafic aérien. Donc, c'est un avantage qui est quand même considérable. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte que ça faisait augmenter la valeur foncière des propriétés. À Washington, D.C., il y en a énormément en ce moment, puis c'est un des gros arguments, en fait. On met des toits verts, en fait, pour augmenter non seulement la valeur du bâtiment, mais la valeur souvent du commerce qui va être associé, soit que c'est un restaurant ou un hôtel. Ça a quand même une bonne incidence. Pour ce qui est des bénéfices écologiques des toitures végétalisées, ben, en fait, dans les documents de la Ville de Montréal, on parle beaucoup de la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Comme à peu près toute forme de verdissement en ville va aider de ce point de vue-là. Ce qui est particulier avec les toits, c'est que les toitures représentent quand même, je pense, c'est entre 30 et 40 de la superficie de la ville. Puis généralement, ces toits-là vont être de couleur grise ou noire ou relativement foncée. Donc, vont avoir une albédo assez basse. Donc, vont absorber beaucoup de chaleur. Puis généralement, c'est des matériaux minéraux. Donc, on a souvent du gravier qui va absorber cette chaleur-là, puis qui va énormément contribuer aux îlots de chaleur urbains. Après ça, bien évidemment, un des gros points, en fait, c'est la gestion des eaux de ruissellement, des eaux de pluie, surtout dans les grosses, les grands épisodes de pluie avec des grandes quantités d'eau d'un seul coup. Il y a plusieurs villes, en fait, c'est le point d'attaque pourquoi on a installé des toits verts, parce que ça permet de réduire considérablement la quantité d'eau qui s'en va vers le drain, mais on réduit aussi le délai dans lequel ça se fait. Donc, même s'il y a un peu d'eau qui va couler, souvent, ça va être plusieurs heures après l'épisode de pluie. Donc, ça permet de réduire les volumes d'eau directement dans les égouts pour éviter des problèmes d'inondation dans certains secteurs, mais aussi d'éviter les surverses de pluie en fait, il y a des surverses, des ouvrages de surface dans les égouts collecteurs de la Ville de Montréal où quand il y a des trop forts volume d'eau dans les égouts, ben, on doit les évacuer directement sans traitement. Donc, ça amène beaucoup de problèmes écologiques par la suite, là où l'eau est non traitée puis rejetée directement dans le fleuve ou la rivière des Prairies. L'autre avantage, sinon, c'est que ça filtre les polluants atmosphériques. Puis c'est aussi un bon séquestrateur de carbone. Donc, les plantes vont finalement améliorer la qualité de l'air en ville. Puis, c'est fait intéressant aussi, un toit vert, c'est beaucoup plus intéressant pour les abeilles, les oiseaux, surtout pour quand on pense à des corridors verts, justement, comme dans les projets avec l'îlot, où on veut connecter finalement des parcs entre eux. Pour les insectes puis tout ce qui vole, en fait, ça vient des endroits un peu de repos. Donc, avec une trame, avec des toits verts, on arrive à faire finalement des corridors verts qui connectent différents écosystèmes, différents biomes à travers la ville. Donc, grosso modo, les avantages sinon sociologiques des toits verts, comme on purifie l'air, on améliore la santé, surtout tout ce qui est les vagues de chaleur associées aux îlots de chaleur urbains. La direction de la santé publique de Montréal, à l'époque, c'était Norman King qui disait que $1 investi dans la prévention des îlots de chaleur urbains sauvait $3 en frais de santé. Donc, c'est quand même important. Comme on disait, insonorise et réduit les nuisances sonores. C'est plus ou moins... c'est pas un impact sur lequel on met beaucoup d'emphase en Amérique du Nord, mais en Europe, c'est beaucoup plus poussé sur les impacts des aménagements sur la qualité sonore, sur l'environnement sonore, parce que ça a quand même une énorme incidence sur notre qualité de vie. Évidemment, les toitures vertes vont normalement créer de la beauté, on le souhaite. Ils contribuent à rendre la ville plus calme, moins stressante, tout comme toutes les autres manières de verdissement. On joue surtout aussi sur la connexion qu'on peut avoir entre la ville puis son habitant qui n'est pas souvent connecté avec la nature. Donc, quand on a une présence de végétation, on a moins... c'est supposé réduire énormément le stress. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites entre justement le taux de récupération puis la diminution du stress juste avec un impact visuel. Les plantes n'ont pas besoin de vivre dedans. Puis après ça, il y a tous les impacts positifs du jardinage qui peuvent entrer en compte si on utilise notre toit comme potager.
Puis bref, pas besoin de faire un dessin pour dire que c'est ça. Un toit vert, c'est agréable, puis quand c'est aménagé en terrasse, puis on peut en profiter, ben, ça améliore énormément la qualité de vie. Donc, à l'Université Ryerson, à Toronto, il y a de ça à peu près une quinzaine d'années, on avait fait des études sur les effets économiques d'une politique à Toronto. Donc, on faisait l'extrapolation, en fait, que 100% des toits torontois étaient verts. Puis, à quel point on allait avoir des incidences économiques. Vous allez probablement avoir accès à cette présentation-là, donc je ne vais pas passer trop de temps. Mais donc, il y avait des économies initiales importantes à prévoir, des économies initiales puis des économies à long terme. Donc, les économies initiales sur les eaux pluviales, vous voyez, il y a comme 18 millions. C'était surtout sur l'investissement qu'on n'aurait pas à faire dans des infrastructures de retenue des eaux de ruissellement d'eau de pluie. Donc, c'est un peu la manière que Washington DC a pris récemment, c'est qu'ils se sont dit, bon, on avait tant de milliards à mettre sur soit une usine ou soit des ouvrages en béton pour recueillir beaucoup d'eau de pluie d'un coup. Ben, comment on va faire une politique avec le même budget, mais en mettant beaucoup d'espaces de verdissement qui vont finalement régler le problème directement sur le site. Puis c'est cette approche-là qu'on a pris. Donc, c'est un peu l'idée derrière ce chiffre-là. Puis la même chose pour le réseau d'égouts combiné. Un peu le problème qu'on a à Montréal aussi, c'est que on a une partie de l'île qui, le réseau d'égouts, des rues puis les égouts domestiques sont jumelés, sont combinés dans le même tuyau. Donc quand il y a des épisodes de surverse d'eau, comme je mentionnais tantôt, ben cette eau-là s'en va de manière non traitée directement dans le fleuve, des épisodes comme le Flushgate en fait, mais qui arrive à peu près en moyenne 25 fois par année. Après ça, ben, sur l'efficacité énergétique des bâtiments, c'était sur les infrastructures énergétiques en fait qu'on n'aurait pas besoin de développer pour finalement le chauffage et la climatisation des bâtiments. Puis les effets des îlots de chaleur urbains, c'était comme je le mentionnais, c'était sur les frais de santé associés aux problèmes cardiovasculaires liés aux îlots de chaleur urbains. Sinon, ben là, on a fait après ça le calcul sur les économies annuelles. Donc, sur les réseaux d'égouts, c'était un peu moins présent. C'était un peu moins présent à long terme parce que c'est surtout les coûts initiaux d'investissement qui sont chers, mais il y a quand même des gains. C'est surtout sur l'efficacité énergétique des bâtiments que c'est intéressant. Si vous êtes intéressé sur le site du Centre d'écologie urbaine, il y a un document en fait qui a fait l'exercice de regarder l'efficacité énergétique des toits. En fait, quand on fait le projet de démonstration de toit vert dans une coop près du Centre d'écologie urbaine, il y avait un toit test, il y avait un toit vert tout de suite à côté. Puis on a mis des couples de température pour voir quel était l'impact du toit vert sur l'énergie, sur l'efficacité du bâtiment. Puis c'est là que j'ai sorti les chiffres. En fait, tantôt, c'est que je disais que la climatisation était coupée de 90 à 95%, tout dépendant du type de toit vert. Donc, les gains énergétiques en climatisation sont énormes. Puis, pendant l'hiver, on avait un effet isolant d'environ entre 25 et 30%. Donc, c'est quand même notable aussi de ce côté-là. Donc, je passe à la suivante. Nous, dans le fond, au GTTV, ce qu'on dit, c'est qu'à Montréal, puis au Québec en général, j'évaluerais qu'à peu près 1 million de pieds carrés de toits verts installés. C'est vraiment une estimation assez sommaire, là, mais c'est en discutant avec les différents fournisseurs qui installent des toits verts depuis 15-20 ans. Donc, on disait qu'il y a à peu près ce genre de superficie-là d'installer dans beaucoup d'autres villes dans le monde. C'est des quantités de toits verts phénoménales. Si on prend juste Chicago, en 2010 et en 2011, ils ont installé environ 5 millions de pieds carrés de toiture végétale. Puis on se demande pourquoi. C'est qu'ici, en fait, c'est tous les toits qui sont installés, c'est soit le propriétaire, soit l'architecte, ou soit c'est ça, le promoteur, ou des fois, dans quelques cas, c'est la ville ou l'arrondissement qui dit on veut un toit vert sur ce projet-là. Donc, si on veut dire, c'est des toits verts qui ont été faits de manière volontaire.
à Chicago, quand on regarde les chiffres, sur les 5 millions de pieds carrés qui ont été installés, il y en a peut-être 20 qui étaient de manière volontaire, mais il y en a 80 qui l'ont été fait parce qu'il y avait une politique en place. Puis, d'où l'importance d'avoir une politique d'installation. Puis, la diapositive que vous voyez là, en fait, ça vient de la SCHL. C'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui avait fait un document en 2006 sur les différentes phases de l'élaboration d'une politique publique sur les toits verts. Puis, en fait, en 2006, à l'époque, Montréal et Toronto est à peu près entre la phase 4 et la phase 5. Donc, il y avait beaucoup de recherches techniques qui ont été faites. Si on prend la phase 1, il y avait eu beaucoup, c'est ça, de documents, de sensibilisation sur les toits verts. Il y avait un engagement communautaire. À Montréal, c'était pendant une bonne dizaine d'années le Centre d'écologie urbaine à Montréal qui a fait de la documentation, qui a fait du partage, la vulgarisation. Donc, c'était un peu le champion là, des toits verts à Montréal. Après ça, le plan d'action, Montréal on a parlé dans beaucoup de ces documents, autant dans le plan de développement durable que dans le plan d'urbanisme et construction. On le mentionne, on dit on devrait faire un plan d'action, mais il n'y a rien qui se fait. La recherche technique, là, c'est plus fait du point de vue de l'industrie, puis on a été bloqué finalement un peu à la phase 5 au programme et politique où on a commencé à en parler. Puis la phase 6, ben là, c'est l'amélioration permanente. C'est une fois qu'on a mis un programme puis une politique, on observe c'est quoi les impacts, non seulement sur la quantité de toits verts, mais sur les effets bénéfiques qu'on voulait aller chercher avec cette politique-là. Donc, nous, comme je disais, en 2006, on était un peu bloqué entre la phase 4 et 5, puis on est encore au même point en ce moment en 2019. Tandis que Toronto, eux, ben, ils sont allés de l'avant rapidement. Puis toutes les villes américaines puis canadiennes dont je veux vous parler un peu plus loin, sont toutes déjà en phase 5-6. Puis même si Montréal, depuis 2001, il y a déjà beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de projets, il y a une volonté publique, si on veut, mais c'est comme si, au point de vue politique, ça n'avait pas coulé. Donc, comme je disais, le champion des toits verts à Montréal, c'était le Centre d'écologie urbaine. Dans la diapositive que vous voyez, les 3 documents en haut, c'est des documents de vulgarisation sur les toits verts qui ont été faits dans le courant des années 2000. Celle à droite, complètement en haut, la toiture végétale, l'implantation de toits verts en milieu institutionnel. En fait, c'est moi qui l'ai fait en 2008. Puis c'est pas mal la dernière qui a été faite, donc ça fait déjà 11 ans. Sinon, la documentation sur l'efficacité énergétique des toitures végétales, c'est la première en bas à gauche. Le document dont je vous parlais de la SCHL, c'est celui au milieu en bas. Puis le guide des critères techniques pour la construction des toits végétalisés de la RBQ, c'est celui à droite complètement en bas. Donc, les prochaines diapositives, je vais vous parler, c'est ça, de 6 villes nord-américaines qui ont implanté 6 politiques qui sont relativement différentes l'une de l'autre. Donc, sans plus tarder. À Toronto, vous voyez là, en fait, c'est un des premiers toits verts à Toronto sur les bâtiments du Mountain Equipment Co-op. C'est un peu là, en fait, qu'ils ont fait leurs dents, qui ont fait des tests techniques, donc qui ont fait leur base économique, puis de recherche, en fait, là, sur les toits verts qui les ont poussés après ça à faire une politique. Puis là, on voit les effets en ce moment. À Toronto, c'est clairement la ville canadienne où s'installe le plus de toits verts et de loin. La réglementation est été en vigueur à partir de 2009. En fait, la réglementation est assez simple. C'est tous les bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels de plus de 2000 mètres carrés de toiture. Puis là, en fait, je dois corriger. C'est 2000 mètres carrés de plancher, de superficie de plancher. Donc, peu importe la grandeur de bâtiment en superficie au sol, c'est vraiment, si c'est un bâtiment de 8 étages, ça va augmenter la superficie de plancher, puis c'est ça qui compte en fait dans cette réglementation-là. Puis, il faut qu'elle soit couverte au minimum de 20 de sa toiture,
je reviens en arrière. 20% de sa toiture doit être en toiture végétale à partir de ces critères-là. Donc, plus la superficie de plancher va augmenter, plus la superficie de toit vert doit augmenter aussi. Donc, si on a un bâtiment, je pense à partir de 6000 mètres carrés de plancher, ben là, il faut avoir à peu près 80% de toit vert. Il y a aussi là-bas, il y a un incitatif financier qui a été mis l'avant, ça s'appelle Eco Roof Incentive Program, qui change un peu d'année en année. Mais bon an, mal an, on va donner entre 100 000 et 200 000 de pochettes budgétaires, finalement, en subvention pour les résidents. C'est surtout pour le volet résidentiel. Puis c'est une subvention qui, quand même, va donner 5 du pied carré sur les projets de toit vert. Un toit vert, tout dans le résidentiel, entre 10 et 15 le pied carré. Donc, c'est quand même une bonne portion du budget d'un projet. Comme j'ai les retombées concrètes, c'est que Toronto est clairement la ville canadienne avec le plus de surface végétalisée, puis il y a énormément de projets en ce moment. Donc, à Vancouver, Vancouver qui se veut, en fait, qui veut être la ville la plus verte en Amérique du Nord. Comme on le voit à gauche sur le centre des congrès, ils ont un toit d'à peu près, je pense que c'est 1,2 hectares de toit vert, quand même impressionnant. Il y a beaucoup de nouvelles constructions aussi là-bas. Donc, on a beaucoup d'installations de toit vert. L'entrée en vigueur, leur politique est quand même assez récente, donc c'est cette année. La motion a été acceptée en 2018. Les grandes lignes, en fait, c'est assez similaire. Ça va être à la superficie de bâtiment. On va demander par le plan de développement durable d'installer la toiture végétale. Donc, c'est avec cet outil-là, avec le plan de développement durable qu'on va qu'on va demander aux promoteurs ou aux propriétaires de faire leur effort du point de vue divertissement. Après ça, l'incitatif financier, pour l'instant, il n'y a rien. Puis les retombées concrètes, c'est à venir, évidemment. C'est une politique qui est toute récente. À New York, les projets emblématiques que vous avez peut-être visités si vous êtes allé là-bas, le High Line, qui est en fait un ancien un chemin de fer inutilisé qu'on a aménagé en parc, est devenu une attraction touristique mondiale, en fait. Puis il y a des millions de personnes qui circulent là-dessus chaque année. Puis c'est vraiment magnifique aussi. C'est vraiment un endroit à visiter. Puis sinon, il y a le projet Brooklyn Grange, qui est 3 bâtiments qui ont à peu près 1 hectare de toiture végétale qu'on cultive. Donc là, on a vraiment un système intensif avec un bon 12 pouces de terre. Puis on installe, on plante des légumes là-dedans. Mais on fait beaucoup aussi d'événements sur le toit, des mariages, des congrès, des soupers pour mettre en valeur ces sites-là. C'est 3 sites assez intéressants dans Brooklyn, sur le bord du port, dans des quartiers assez intéressants. Puis je pense qu'ils sont en train de faire un 4e projet où là, on va avoir 2 acres et demi de plus de production. Donc là, on parle, c'est une coopérative de production d'environ 7 membres, puis qui font des paniers bio, qui vendent dans des marchés, puis qui vendent directement sur place aussi à travers des événements. Nous, avec la ligne verte, justement, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé ou qu'on s'est inspiré, en fait, pour faire notre projet de toit vert sur le IGA à Ville-Saint-Laurent. Donc, de rendre ces toits-là qui sont verts, puis en plus les rendre productifs. Donc, de prendre tous les avantages des toits verts, puis d'en plus le rendre un peu plus productif pour l'utiliser. À New York, encore là, c'est une réglementation qui est très récente, même s'il y a déjà une historique d'installation quand même importante dans la ville. Les grandes lignes, en fait, de la politique, c'est une politique locale qui requiert que certains bâtiments soient couverts d'une toiture végétale et ou de cellules photovoltaïques. Donc, c'est un peu du cas par cas. Ça va être un peu comme si à Montréal, ce serait les arrondissements qui décidaient, bon, ben ce projet-là, il faut qu'il y ait un toit vert, ce projet-là. Donc, le niveau politique a une incidence sur la stratégie de la mise en application de tout ça. Les incitatifs financiers, c'est une déduction de taxes qui correspond à environ 5,23 $ le pied carré, jusqu'à concurrence de 200 000 $ par projet. Comme je disais tantôt, ça correspond à peu près la moitié ou au tiers, tout dépendant du type de toit vert qu'on va installer. Donc, c'est quand même des incitatifs qui sont intéressants. Donc,
À Seattle, une ville qui est sur le bord de la côte, qui est une ville extrêmement verte aussi. Énormément d'installations de toits verts. Vous voyez des beaux projets de toiture chez Facebook et puis ben, évidemment il y a toutes les compagnies comme Microsoft qui ont des projets de toits verts sur leurs bâtiments. L'entrée en vigueur, elle date un peu plus longtemps, c'est en 2008. Ce qui est super intéressant à Seattle, c'est que là-bas, on a vraiment une approche qui est liée à l'architecture du paysage. Donc, on a quelque chose qui s'appelle le Seattle Green Factor, qui en fait est basé pas mal sur la politique qui est utilisée à Berlin. Donc, finalement, on va avoir, je sais pas si je la... Non, je ne peux pas. Dans le fond, on va avoir une grille d'évaluation du verdissement par rapport au quartier où on est. Donc, si on veut faire un projet immobilier à Seattle, dans certains secteurs, il va falloir avoir une cote de verdissement minimale. Les arbres vont donner évidemment beaucoup de points. Les arbustes de moyenne taille vont donner un peu moins de points. Les arbustes de petite taille sur le bord des façades vont donner un peu moins de points. Le gazon va un peu moins, donner encore un peu moins de points. Donc, après, on va avoir une autre échelle pour les murs végétaux extérieurs, puis sur les toits verts. Donc, en fonction du projet, en fonction de l'espace qu'on a, on peut densifier, puis enlever l'espace qu'on mettrait normalement aux arbres pour les espaces verts, si on les rajoute sur les toits ou si on les rajoute en façade en mettant des structures vertes à l'extérieur. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le promoteur, il faut qu'il fasse valider son plan d'architecture du paysage avant son plan de construction, ce qui est le monde à l'envers ici, puis ce qui permet justement de s'assurer qu'on ait vraiment des aménagements qui contribuent au verdissement, au verdissement de la ville. Encore là-bas, les incitatifs financiers, c'est des réductions de taxes. C'est proportionnel au score qu'on va atteindre dans la grille d'évaluation dont je viens de parler. Puis, donc, la retombée concrète, c'est que les projets ils sont individuellement beaux aussi. Donc, il y a des projets de qualité qui sont développés à travers cette grille-là. Washington, D.C., c'est la ville en ce moment avec le plus de toits verts en Amérique du Nord. C'est là où s'en installe le plus encore à chaque année. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est assez phénoménal. Là, ce que vous voyez, en fait, des bâtiments fédéraux. La photo en bas, la légende est pas bonne, le Seattle Center. Ce qui est arrivé, c'est en 2006, en fait, que la politique, le règlement a été mis en application. Les grandes lignes de la politique, en fait, c'est pas on comprend, mettons, l'approche de la carotte et du bâton, c'est vraiment l'approche de la carotte là-bas. Puis en fait, la politique n'est pas liée nécessairement juste au toit vert, mais c'est sur les enjeux de réduction des eaux de pluie. On a vraiment des gros enjeux là-bas qui a été évalué que c'était, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais c'était entre 1 et 2 milliards les infrastructures de béton qu'il fallait mettre en place pour régler les problèmes de ruissellement des eaux de pluie. Puis on s'est dit, ben, au lieu de les investir là-dedans, on va les investir dans plusieurs aménagements verts à travers la ville. Donc, on donne des incitatifs de 10 à 15 $ le pied carré pour toute installation faite sur une base volontaire. Donc, essentiellement, ça couvre pas mal les frais d'installation au grand complet. Les retombées concrètes, c'est plus d'1 million de pieds carrés de toiture végétalisée. Ça, c'est sur un rythme annuel. Ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a comme une espèce de bourse du verdissement qui s'est créée. Donc, on peut, si le propriétaire veut pas installer de toit vert, ben, il va avoir une réprimande. Il va falloir qu'il paye 3 fois le 10 à 15 $ le pied carré, mais qui va être installé finalement sur d'autres bâtiments dans la ville. Donc, si je résume, c'est que le propriétaire qui veut pas installer de toit vert va payer pour 3 autres projets à superficie égale sur d'autres bâtiments. Donc, ça l'oblige finalement à installer des toitures vertes. Je pense qu'il y a des enjeux aussi liés à d'autres formes de verdissement, mais je ne le connais pas dans le détail exactement. Finalement, à Denver, qui est une ville qui est réputée très verte aussi, c'est une nouvelle politique encore là en 2018. Les grandes lignes, en fait, c'est qui s'appelle le Green Roof Initiative, qui requiert que tous les bâtiments neufs existants de plus de 25 000 pieds carrés de superficie plancher procèdent à l'installation d'une toiture végétale
ou d'une combinaison de végétation et de panneaux photovoltaïques. Donc, encore là, cet élément-là, parce que l'énergie, évidemment, aux États-Unis est plus problématique d'un point de vue environnemental qu'au Québec. Là-bas, ben, c'est des pénalités financières. Donc, il y a un paiement de 50 le pied carré qui va être fait au Green Building Fund si la totalité de la végétation n'est pas atteinte. Donc, là, on a vraiment utilisé le bâton plus que la carotte là, dans leur cas. Donc, de notre côté, on s'est dit, bon, avec toutes ces politiques-là, puis là, c'est 6 villes, il y en a énormément. Il y a aux États-Unis, mais en Allemagne, il y a une historique assez longue de politiques qui ont été mises en avant, puis sur lesquelles on pourrait s'inspirer, en fait. Donc, nous, les recommandations qu'on avait faites déjà à la ville, qu'on soutient encore, c'est que toutes les nouvelles constructions qui ont une structure de toit soient capables d'au moins accueillir une toiture végétale. Pourquoi, en fait, c'est que, dans le fond, les toits verts, en fait, ne peuvent pas vraiment s'installer sur les vieilles constructions, étant donné que la surcharge du poids qui n'était pas prévue à la base pour recevoir le toit vert. Donc, au moins, si les nouvelles structures, on n'oblige pas les gens à avoir un toit vert sur celle-ci, mais si l'usager qui vient après, qui achète le bâtiment ou qui veut utiliser le toit et qui veut faire un toit vert dessus, au moins, il peut se le permettre, étant donné que le coût de renforcement de structure dès l'installation est beaucoup moins grand que si on veut le refaire par la suite. Donc, si on fait une analyse du bâtiment, puis on se rend compte que la structure n'est pas assez forte, il faut défaire le toit, il faut renforcer la structure, refaire le toit, puis mettre le toit vert. Donc, ça fait exploser les coûts de manière notable. Après ça, l'autre recommandation, c'est que, dans le fond, on va mettre en place la mise en place effective d'initiatives financières ou d'initiatives réglementaires qui vont faire en sorte qu'on ait plus de toits verts. Il y a plein d'autres villes dont je n'ai pas mentionné, comme Chicago, où on a finalement un fast track à demander permis. Donc, où on a une simplification des procédures d'analyse des permis quand on installe un toit vert dans notre projet. L'autre manière, ce serait d'instaurer des incitatifs sérieux tels que des congés de taxes et des frais de permis réduits, création d'un programme de subvention un peu comme à Toronto, ou la réduction des taux de taxation foncière en fonction du verdissement. Puis après ça, ce serait aussi d'avoir une uniformisation de la réglementation à travers les différents arrondissements. En fait, il y a une réglementation sur les toitures végétales à Montréal. C'est juste que c'est pas tous les intervenants dans chacun des arrondissements qui sont au courant de cette réglementation-là ou ils vont pas l'appliquer de la même manière en chaque arrondissement. Donc, ce serait intéressant d'avoir une uniformité là-dedans puis savoir quand la réglementation de la RDQ arrête puis quand celle de la ville commence. L'autre point, c'était d'avoir une obligation, comme à Toronto, pour les projets à grande surface, d'avoir une toiture végétale. Puis peut-être aussi de permettre un bonus de densification aux promoteurs, donc d'avoir plus d'étages de bâtiments en installant plus de toits verts. L'autre recommandation, c'est que tous les logements devraient avoir un espace vert minimal, que ce soit au balcon, à la terrasse ou dans la cour, un peu comme sur le principe du Seattle Green Grid. Si les espaces privés ne sont pas possibles, il faudrait au moins exiger l'inclusion d'un certain nombre de mètres carrés d'espace vert commun accessible pour toute habitation. La quatrième recommandation qu'on avait fait, c'est de nuancer finalement les impacts positifs des toits blancs versus les toits verts parce que finalement, le toit vert va avoir beaucoup plus d'avantages que le toit blanc d'un point de vue de tous les avantages dont je l'ai mentionné au début. Le toit blanc, lui, va affecter strictement juste les effets d'îlots de chaleur urbains puis s'ils ne sont pas bien entretenus, ils vont peut-être même avoir des impacts négatifs à long terme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu. En ce moment, dans les différentes certifications écologiques, le toit blanc et le toit vert sont mis sur un même pied d'égalité. Même chose dans l'arrondissement Rosemont. On a le choix entre installer un toit blanc ou un toit vert, mais à notre sens, c'est vraiment pas le même genre d'avantage qu'on va aller en tirer. Après ça, il y a certains enjeux avec les toits verts à la Ville de Montréal pour les reconnaître comme une mesure efficace de rétention des eaux de pluie. Pourquoi? En fait, c'est que c'est plus variable que de pouvoir calculer un volume d'eau qui passe dans un tuyau. Donc, étant donné que le toit vert, après plusieurs épisodes de pluie successifs, va pas ramasser l'eau va pas être capable de capter l'eau de la même manière, il y a des enjeux de calcul là-dessus sur lesquels les ingénieurs, finalement, disent le toit vert n'est pas efficace parce qu'il n'est pas,
facilement prévisibles. Donc, on essaie de travailler là-dessus, en fait, au GTTV pour que ça soit reconnu comme une manière efficace. Finalement, la dernière recommandation, c'est la création d'un poste permanent à la Ville de Montréal qui prendra en charge l'établissement des incitatifs, la faisabilité de ceux-ci, et finalement, la mise en place des politiques précises. Puis c'est pas mal ce qui est arrivé dans la plupart des villes dont je vous ai mentionné. Il y a eu un responsable, finalement, à l'élaboration des enjeux de politique, puis des incitatifs sur les toitures végétales. Donc, on juge, en fait, qu'il devrait y avoir quelqu'un à l'interne à la ville pour ça. Donc, à Montréal, en ce moment, mais comme je vous disais, ce qui se passe, c'est des projets faits soit de manière volontaire par des propriétaires. Comme je vous ai parlé tantôt, on a un projet au IGA du chemin où là, on a finalement une mairie d'arrondissement à Ville-Saint-Laurent où on a quelqu'un qui est relativement très proactif puis qui a exigé, en fait, aux propriétaires du bâtiment d'avoir une toiture végétale. Mais c'est encore là, c'est un peu du cas par cas. Puis c'est seulement un arrondissement. Mais ça peut créer des projets qui sont quand même intéressants. Puis bref, on a une vision où on a des toits verts un peu partout, puis nos bâtiments sont non seulement efficaces, mais ils sont beaux, puis ils rendent la ville un meilleur endroit pour vivre. Donc, on espère qu'il va y avoir plus de projets, puis c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Je pense qu'il reste une dizaine de minutes. Je vais prendre les questions. Je ne sais pas si les choses dont j'ai parlé sont claires. Je vais regarder dans le chat. Donc, première question qui vient de Roxane et Denis. Peut-on avoir des exemples de toits végétalisés sur des immeubles résidentiels ou sur des immeubles de plus petite taille? En fait, oui. Les exemples sur... il n'y a pas vraiment de document encore colligé là-dessus, mais comme je vous parlais, il y a le Centre d'écologie urbaine de Montréal, un document qui date, mais qui est quand même intéressant, qui date de 2005. Puis en fait, la transformation d'un triplex typique à ossature en bois, puis ce bâtiment-là a été construit dans les années 10-20, donc il n'était pas fait pour recevoir un toit vert. Donc, il a fallu avoir un ingénieur qui vienne calculer la capacité portante. Le bâtiment n'était pas assez fort, donc on a fait les renforcements nécessaires. On a mis un nouveau toit vert extensif. On a fait 2 zones d'aménagement. C'est dans ce toit-là, en fait, qu'on a mis des sondes de chaleur pour analyser tout ça. Ce document-là est disponible gratuitement sur Internet, puis le tout est très, très bien documenté, donc on peut vraiment voir étape par étape qu'est-ce qui s'est passé, puis les intervenants qui ont participé à tout ça. Donc, quelle serait, après ça, la question du RNC, du regroupement, j'imagine, des creux du Québec. Connaissez-vous des exemples en région québécoise, petites et moyennes collectivités? Est-ce que ce sont des initiatives aussi pertinentes? Il n'y a pas de politique en tant que telle dans d'autres villes. À ma connaissance, là, au Québec, il y a toujours des gens motivés. Là. On voit des projets dans le coin. On en a fait un cette année à Chicoutimi. Il y en a à Rouyn, à Val-d'Or. Il y a des projets dans différents contextes. Ce qu'on voit surtout, c'est des projets institutionnels. Donc, on a soit des gens au gouvernement qui est intéressés à ça, soit des architectes qui ont poussé parce qu'ils croyaient à ça. Donc, mais il n'y a pas en tant que tel de regroupement à l'extérieur de Montréal, à part peut-être l'organisme Vivre en Ville à Québec qui fait la promotion de plusieurs choses, dont les toits verts, mais pas à mes connaissances. Là, je vois d'autres questions. Sur le toit vert du comité social Centre-Sud, j'ai déjà signalé de l'herbe à poux, des érables à giguère, des ormes de Sibérie. Quelles sont vos recommandations pour l'entretien? Doit-on prévoir un budget annuel? Très bonne question. Question d'Irène Maillard. Oui, en fait, un toit vert, il faut l'entretenir minimalement. Quand il est bien établi, c'est 2 fois par année. C'est comme un toit normal, en fait. Il faut aller vérifier, normalement, c'est l'état des drains au printemps, automne, enlever les feuilles et tout ça. J'ai déjà un voisin où il y avait un étang, des quenouilles, tout ça sur le toit, puis il s'en préoccupait pas, puis c'était pas un toit vert à la base. Donc, mais oui, pour l'herbe à poux, ça devient un enjeu de santé publique.
Après ça, les érables à giguère, les zones de sibérie, c'est des systèmes racinaires quand même assez agressifs qui vont venir endommager toi. Donc, oui, il faut aller enlever les arbrisseaux idéalement. Il faut faire un désherbage à peu près, c'est ça, normalement 2 fois par année quand tout est beau. Sinon, c'est plus 4 fois par année où on va identifier les arbres qui pourraient pousser puis on va les enlever. Question de Marjorie. Quel serait le coût de transformation d'un toit normal en toit vert? Ben, c'est ça, il y a deux. Il y a deux. Il y a deux avenues, mais la transformation de toit normal, c'est si le toit est assez solide pour avoir le toit vert, puis s'il n'est pas assez solide. Dans les deux cas, il faut faire une analyse d'ingénierie par un ingénieur en structure. On n'a pas le choix. Donc, l'ingénieur en structure va dire est-ce que la structure est assez bonne. Puis, si c'est le cas, il va dire combien de poids on peut mettre par-dessus. Puis, si c'est pas le cas, il va dire ben voici un plan pour renforcer la structure pour avoir un toit vert. Donc, un budget d'un toit vert, si on a un toit vert mince, extensif, avec la végétation couvre-sol, il faut prévoir entre, c'est ça, 10 et 15 $ le pied carré. Mais si on veut renforcer la structure, ben là, il faut enlever l'étanchéité, renforcer la structure, remettre l'étanchéité, remettre un toit vert. Fait que là, on se voit à tripler le coût. Donc, il faut prévoir à peu près entre 30 et 45 $ le pied carré pour l'ossature en bois. Puis là, si c'est du béton ou du métal, là, c'est un autre monde. Question de Mélanie Baudouin. Comment déconstruire les fausses croyances sur les toits verts? Mauvaise étanchéité, vermine, moisissure. Ben, nous, c'est ce qu'on fait. On fait des présentations, on regarde ce qui se fait à travers le monde, on essaie de faire la vulgarisation. Souvent, les propriétaires de bâtiments, c'est surtout eux qui vont arriver avec ce genre de discours-là. Parce que c'est vrai que c'est pas magique non plus le toit vert. Là. Il faut quand même y mettre de l'entretien, il faut quand même y mettre des soins. Pour ce qui est de la mauvaise étanchéité, les toits verts ont été installés parce qu'ils faisaient augmenter la durée de vie de l'étanchéité. Donc, après ça, pour les vermines, c'est pas tant un enjeu dans le sens où dans 6 pouces de terre, il n'y a pas vraiment d'insectes qui arrivent à passer l'hiver là-dedans. Le terreau finit par geler au complet. Puis pour les moisissures, ben c'est ça, les toits verts sont installés depuis maintenant une quarantaine d'années un peu partout à travers le monde. Donc, il y a quand même une historique assez clair que le toit vert aide énormément à tout ça. Puis, il faut savoir que le système de toit vert, je n'ai pas expliqué, en fait, mais le toit vert, la première membrane, c'est une membrane anti-racine pour empêcher justement les arbrisseaux d'aller endommager l'étanchéité. Après ça, on a une couche de drainage qui va varier entre 5 mm et ça peut aller jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Tout dépendant de la quantité de terre qu'on va mettre dessus. Donc, il y a déjà un espace, une couche d'air finalement entre le terreau puis le toit. Puis après ça, on va mettre un géotextile pour être certain que le terreau ne va pas aller s'affaisser dans le drainage, ne va pas nuire au drainage. Puis après ça, on a un terreau, 6 à 12, on peut en mettre plus, mais le minimum, c'est pas mal 4-6 pouces de terre pour faire pousser des plantes. Donc, question d'Élise Tremblay. Est-ce qu'il y a un inventaire québécois des toits verts ou des exemples en région? Aussi, est-ce qu'il existe un inventaire des manufacturiers ou fournisseurs de services pour les toits verts en région? Les inventaires québécois de toits verts, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec le GTTV. On essaie de retrouver tous les projets qui ont été faits, mais ça prend du temps. Puis, tu sais, le GTTV, on travaille de manière bénévole, donc c'est beaucoup de temps quand même, ce genre d'inventaire-là. Puis on n'a pas réussi encore à le faire. Il y a beaucoup d'exemples, en fait, en région. Faudrait peut-être les mettre de l'avant, puis c'est quelque chose sur lequel on va essayer de miser probablement avec le GTTV pour augmenter là, le rayonnement du savoir-faire, finalement, des membres du comité. Puis, est-ce qu'il existe un inventaire des manufacturiers ou fournisseurs de services pour les toits verts en région? Les principaux fournisseurs de toits verts, qu'ils soient à Montréal, Québec ou partout, en fait, ça va être pas mal les mêmes. Si vous allez sur le site du GTTV, les fournisseurs manufacturiers sont tous là. Puis la plupart, il n'y a pas beaucoup d'installateurs spécifiquement sur les toits verts comme nous. On a un gros compétiteur. On fait des projets un peu partout, puis nous, on se déplace en fait pour faire les projets en région sans problème. On vient tous de des régions dans l'équipe, en fait. Donc,
Mon associé, lui, est en Abitibi. Il vient d'Abitibi, il vient de Val-d'Or, hein, de la famille dans le Saguenay, un peu partout, puis en Gaspésie. On veut toujours aller là. Donc, pour avoir une copie, sinon, de la présentation, il va falloir coordonner ça avec le CRE, mais il n'y a aucun problème. On va la partager. Je pense qu'Emmanuel l'a déjà, en fait, dans ses dossiers. Donc, j'espère que j'ai pas... ouais, j'ai pris toutes les questions. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, à toutes vos attentes. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. Puis, comme je disais, c'est peut-être le début d'une longue série. Donc, un gros merci à tout le Merci monde. Puis, beaucoup, Antoine. bonne fin de journée. Merci beaucoup Antoine pour d'avoir pris du temps dans tes vacances. Comme tu disais, Ça la fait plaisir. présentation va être disponible après sur le site du CRE, de la campagne ILO. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis je pourrais faire le lien aussi avec Antoine si vous avez d'autres questions qui émergent suite à la présentation. Donc merci beaucoup à tout le monde. On était presque une cinquantaine, ce qui est un beau succès ce midi. Puis bonne Excellent. après-midi à tout le monde. Au revoir. Hey, merci. Bonne fin de journée.